Le titre ne ment pas. Le film de Peter Greenaway brosse le portrait de Sergei Mikhailovitch Eisenstein, soit l'un des géants du cinéma, l'un de ceux qui ont réellement fait progresser la grammaire cinématographique par sa science du montage ou l'originalité de ses cadrages. Ses films les plus célèbres ont pour titre La Grève, Le cuirassé Potemkin, Octobre, des films qui magnifient les élans collectifs révolutionnaires de préférence et laissent les individus dans l'ombre. Jusqu'à ce que notre homme quitte sa Russie natale et se mette en tête de tourner un film au Mexique. Que Viva Mexico est un film à part dans la filmo du cinéaste, parce qu'il a été tourné à l'étranger, que son aventure a été semée d'embûches, qu'Eisenstein manquait de repères et de financement, mais qu'à l'inverse, toutes ces contraintes se sont doublées d'une vraie fascination pour un monde qui lui était radicalement étranger, un monde où Eros et Thanatos se donnaient la main, comme une invitation à plonger tête la première dans l'inconnu, loin des rigidités soviétiques. C'est ce tournage, pour le moins imprévu, fiévreux, chaotique, que raconte le film de Peter Greenaway, qui illustre son propos par une formule qui revient comme une litanie. Octobre racontait les 10 jours qui ébranlèrent le monde, que Viva Eisenstein relate les 10 jours qui ont ébranlé Eisenstein. L'intérêt, la fascination même de Greenaway pour Eisenstein n'est pas nouvelle. Quand le futur cinéaste était étudiant dans une école d'art à la fin des années 50, les films du génie russe étaient pour lui une influence picturale majeure. Il a même peint plusieurs portraits de lui, souvent des triptyques, où d'un côté, par exemple, il reproduisait le rouge du drapeau bolchevique, et de l'autre, un plan du film Octobre, un petit garçon qui agite son mouchoir sur le trône de Nicolas II. Se mélangeait alors son admiration pour le cinéaste, son engagement politique et l'influence du pop art. Notre homme reste d'ailleurs fidèle à ses amours de jeunesse, puisqu'il vient de monter une exposition à Moscou sur l'avant-garde soviétique, où sont célébrés les peintres qu'il aime, Malevitch, Kandinsky, les écrivains qu'il admire, les cinéastes qu'il vénère, Dziga Vertov, l'inventeur de la fameuse caméra vérité, et bien sûr Eisenstein. Le cinéaste britannique, gallois pour être précis, est d'ailleurs loin d'en avoir fini avec son auguste prédécesseur. Il envisage même de faire suivre son Que Viva Eisenstein par 2 autres volets pour offrir un triptyque à son alter ego. Le second épisode pourrait aborder le voyage du cinéaste en Suisse en 1928, à l'occasion d'un congrès international du cinéma indépendant, alors qu'il est poursuivi comme activiste soviétique, mais protégé par un industriel cinéphile. Et le troisième volet nous entraînerait à Hollywood quand Eisenstein avait signé un contrat avec la Paramount qui ne débouchera jamais sur aucun film. Il faut dire que notre homme avait entre autres l'idée d'adapter Le Capital de Karl Marx. La Paramount se contentera de signer un contrat avec les Marx d'Hollywood, Groucho et ses frères. C'est à Hollywood justement qu'Eisenstein a rencontré Chaplin qui lui a présenté le romancier Upton Sinclair. C'est ce dernier qui lancera l'idée d'un film au Mexique. Eisenstein se retrouve ainsi à Guanajuato, au cœur du Mexique, à l'automne 1931, avec ses 2 fidèles collaborateurs, Édouard Tissé, son directeur de la photo, et Grigory Alexandrov, son assistant. Mais ces 2 hommes restent un peu à l'écart dans le film de Greenaway, qui préfère mettre en lumière Palomino Cañedo, son guide mexicain, qui fait mieux que lui montrer le Mexique, il l'initie au plaisir de la chair. Cela n'a jamais été officiellement dit, mais Greenaway en est certain, Eisenstein était homo. Pour lui, la symbolique de ces images, ces marins torse nus, ces canons qui tirent leurs coups, ne laisse aucun doute. Mais comme Staline n'était pas vraiment gay-friendly, on en est resté là. La gageure de Que Viva Eisenstein était évidemment d'être formellement à la hauteur du travail de celui dont il dressait le portrait. Mais Greenaway n'a jamais cessé d'être un esthète, au point de ne pas traiter l'humain différemment des autres éléments de ses fresques. Que Viva Eisenstein multiplie les partitions d'écran, les thèmes répétitifs, les bandes-son décalées, les images oniriques. Le cinéma de Greenaway reste davantage un terrain de sensation que d'explication. Même si nous avons le sentiment de tout découvrir de l'auteur de Potemkin, de ses débordements rabelaisiens, mais aussi de ses inquiétudes, pour ne pas dire de ses phobies. Greenaway ne nous cache rien, bien sûr, de ses expériences sexuelles. Quand le maître du 7e art redevient un enfant aux côtés de Cañedo, qui lui enseigne le b.a.-ba du plaisir. Ce qui nous vaut au passage quelques scènes assez croquignoles où Greenaway introduit une certaine dose d'ironie. N'en seront surpris que ceux qui n'ont jamais rien vu ni su
des films du cinéaste, grand amateur de corps, volontiers dénudé, ce qui n'a rien d'étonnant quand on sait que notre homme fréquente plus facilement les musées que les cinémathèques. Ces références sont picturales et nul doute qu'il ne s'est jamais lassé de l'observation des tableaux classiques où les corps ont fixé à jamais les codes des canons esthétiques. Sauf que le cinéaste aime aussi les corps déformés. Dans Prospero's Book, tout le monde était à poil, et pas seulement les jeunes premiers. Le ventre de l'architecte n'était pas très érotique non plus, qui grossissait à vue d'œil avant que l'on ne révèle que le malin, autrement dit le cancer, était entré en lui. Eisenstein n'était pas non plus un grand admirateur de son corps. Il le trouvait laid, gros, gras. Il se voyait comme un clown. Il portait des pantalons de golf, des pulls angora roses avec des manches trop longues. Greenaway l'accompagne dans son autodépréciation, avec d'autant plus de plaisir que notre homme n'a pas seulement une fascination plus ou moins morbide pour les corps, mais de façon plus radicale pour les chairs, y compris quand elles se dégradent. Nous ne sommes pas prêts d'oublier le parallèle dans Z et 2O entre la pomme qui pourrit sur la table et la mort qui gagne le corps des hommes. On l'a compris, Peter Greenaway est à la fois un esthète et un pur intello qui jongle avec les concepts et s'en amuse. Si le spectateur s'égaie de son côté, c'est bien, sinon tant pis. Depuis qu'il est apparu dans le champ cinéphile, avec Meurtre dans un jardin anglais, film en costume, un rien foldingue, il n'a cessé de nous surprendre. Et nous conservons une affection particulière pour son Drowning by Numbers, faux polar baroque, barré, dans lequel le cinéaste s'amuse à parsemer l'intrigue de nombres que l'œil et l'oreille du spectateur doivent repérer, comme on cache des œufs de Pâques dans un jardin. Depuis le début de ce nouveau siècle, Greenaway avait un peu disparu des radars, avant de revenir sinon triomphalement, du moins en suscitant à nouveau la curiosité, en nous livrant 2 biopics décalés autour de 2 artistes néerlandais, des compatriotes en quelque sorte depuis qu'il vit à Amsterdam, Rembrandt au moment où il peint sa Ronde de nuit, et le non moins subtil Henrik Goltzius, graveur de son état au cœur de la Renaissance. Eisenstein aurait pu être hollandais. Que viva Eisenstein n'est pas, on l'aura compris, un film de consommation courante. Et c'est tant mieux, tant le cinéma actuel semble souvent routinier. Celui de Greenaway est au contraire inventif, plein d'ironie, d'humour froid, de références. C'est un cinéma foisonnant, parfois irritant, souvent complexe. Mais Que viva Eisenstein est au final presque linéaire comparé à certains de ses films précédents. Un film qui n'a pas besoin d'être décodé en permanence pour nous toucher. Les clins d'œil, les références demeurent, bien sûr, mais il n'est plus nécessaire de se munir d'une clé pour entrer dans le film. Bref, cette œuvre néerlando-finlando-belgo-franco-mexicaine, intrigante coproduction, est une aventure qu'il ne faut manquer à aucun prix, une aventure historique, soviétique, fantastique, magique, cinéphilique, initiatique, érotique. Dear Stalin, you may have heard that I have taken the job of financing a moving picture which the Soviet director Sergei Eisenstein is making in Mexico. It is going to be extraordinary work and will be a revelation of the moving picture art. Jorge Palomino Cañedo. Bienvenidos. Cañedo is my official Guanajuato guide. I have got everything that I desired. You have 20 days left on your visa, Mr. Eisenstein. We have to bring this thing to an end. What Mr. Kimbrough is this thing? What the hell does he know about film production? Poison coffee? Salud! 10 days that shook the world. I shall consider these 10 days as the 10 days that shook Eisenstein.